Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Laurence Millet, avec aujourd'hui Florent Hanoun à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Julien Tricard, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera tout à l'heure des figures de l'homme trompé avec Augustin Giovannoni à 10h50, donc dans le journal des Nouveaux Chemins. Suite et fin déjà pour nous ce vendredi d'une semaine sur Jacques Derrida. Après Jean-Luc Nancy, Charles Ramon, Valerio Adami, Pierre Bourretz, c'est Marc Crépon qui vient clore toujours en compagnie de Benoît Peeters une semaine dont je m'avise en la rappelant qu'elle fut exclusivement masculine. Benoît Peeters, qui est donc le biographe de Derrida chez Flammarion, et Marc Crépon, qui enseigne à l'École normale supérieure, directeur de recherche au CNRS, philosophe, et qui a notamment participé à l'édition des derniers séminaires de Derrida, notamment sur la peine de mort, question de responsabilité au pluriel, entre 1999 et 2001, donc sous sa direction. Le contretemps peut être une vertu politique, ça peut aussi être une catastrophe politique. Alors je rêve d'un contretemps opportun, d'un contretemps qui, sans opportunisme, soit ajusté à un appel du temps, non pas du temps présent, mais de quelque chose qui, dans le présent, n'est pas présent. Ce motif de la disjonction à l'intérieur du présent et du présent vivant, même dans le passage que vous avez lu tout à l'heure, ce motif de la disjonction à l'intérieur du présent vivant, de la non-contemporanéité en quelque sorte du présent lui-même, et la loi de ce texte et de ce que j'essaie de lire chez Marx ou dans l'espace de notre aujourd'hui. Bonjour Marc Crépon. Bonjour. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Merci. Rebonjour Benoît Peeters. Bonjour. Rebonjour, on va clore cette semaine en votre compagnie à tous les deux et commencer par cette question du contretemps chez Derrida dont on vient d'entendre la voix au micro de l'ami Alain Weinstein. On était, si j'ai bonne mémoire, en 2001. Alors évidemment, nous n'entendrons pas le texte dont Jacques Derrida dit à Alain Weinstein qu'il vient de le lire. Néanmoins, je voudrais qu'on parte de cette question du contretemps, de la question de savoir, puisque Derrida parlait vraisemblablement des spectres de Marx, cet ouvrage qu'il fait paraître en 93, c'est-à-dire effectivement à contretemps, si l'on tient compte du fait que la doxa voulait qu'en 93 Marx fût mort. Il a ressuscité depuis, naturellement. Ça, c'est le premier point. Qu'entend-il par contretemps? Et puis, de façon plus générale, je voudrais qu'on s'interroge ensemble sur ce qu'il entend par l'intempestivité, c'est-à-dire le fait d'être opportun, non pas opportuniste, mais opportun. Mais commençons d'abord par le contretemps, Benoît Peeters. Dans quel contexte et à quel titre est-il tout à fait singulier de la part de Derrida, et en un sens assez derridien, de faire paraître un livre sur Marx en 93? Oui, parce que pendant beaucoup d'années, tout le monde dans son entourage le pressait d'intervenir sur Marx. Il y avait comme une injonction, un automatisme. Et Derrida dit dans une lettre à son ami Gérard Granel, qui le presse en 71 de sortir de son mutisme sur Marx, de l'énigme de son mutisme. Il dit « J'interviendrai quand j'aurai trouvé la manière juste de le lire et non pas quand on me demandera d'obtempérer à ce qui était une sorte de doxa dans son milieu, à Normal Sup, autour d'Althusser, à tel quel, et dans un certain nombre de groupes. Quand on lit un livre aujourd'hui comme Position, un recueil d'entretiens paru en 1972, on est sidéré de voir que, par exemple, ne pas se réclamer régulièrement de Lénine pour un philosophe paraissait incongru. Alors, quand tout cela est passé, et quand ceux qui se faisaient les chantres permanents d'un marxisme quotidien mis à toutes les sauces se sont tus, sont passés à autre chose, Derrida pense que le triomphalisme néolibéral, que l'évidence de jeter Marx aux orties mérite elle aussi d'être interrogée, et donc il va faire ce livre pour un colloque aux États-Unis,
Wither Marxism, qui signifie à la fois, je crois, au-delà du marxisme, et le marxisme est-il en train de dépérir? Faut-il encore en faire quelque chose? Il est intéressant de penser que on est non seulement dans un contretemps historique, 3 ans après la chute de l'URSS, du mur de Berlin, etc., mais aussi peut-être dans un contretemps biographique, puisque j'ai souvent eu l'impression que ce livre Spectre de Marx était aussi comme un message adressé à Althusser. Althusser, avec qui le dialogue philosophique n'avait pas pu tout à fait avoir lieu. Althusser, qui était l'ami, l'ancien maître, mais l'ami auquel Derrida était resté fidèle, mais sans que ce soit vraiment un dialogue autour de la question de Marx, et brusquement, après la mort d'Althusser, comme l'envie d'avoir cette conversation qui, chez Derrida, prend souvent la forme de l'écriture. Ce qui prend fin, ce que Louis emporte avec lui, ce n'est pas seulement ceci ou cela que nous aurions partagé à un moment ou à un autre, ici ou là, c'est le monde même, une certaine origine du monde, la sienne sans doute, mais celle aussi du monde dans lequel j'ai vécu. Nous avions vécu une histoire unique, de toute façon irremplaçable et qui aura eu tel ou tel sens pour l'un ou l'autre d'entre nous. C'est un monde qui est pour nous le monde, le seul monde, et qui sombre dans un gouffre dont aucune mémoire, même si nous gardons la mémoire, et nous garderons la mémoire, ne pourra le sauver. Marc répond, Althusser est mort en 91, Spectre de Marx paraît en 93, indépendamment des considérations d'intempestivité, d'opportunisme ou d'opportunité, il y a effectivement, peut-être comme le rappelle Benoît Peters, une façon pour Derrida, cette fois-ci, de se montrer fidèle à son maître et collègue Althusser. Oui, il y a certainement une fidélité à Althusser ou un hommage à Althusser qui est rendu indirectement. Mais il faut aussi se souvenir que Spectre de Marx s'ouvre sur une critique du livre de Fukuyama qui prophétise, ou même pas prophétise, annonce, déclare même dans son livre que la fin de l'histoire est arrivée, que la démocratie libérale a triomphé maintenant, qu'elle est amenée à triompher très rapidement dans la totalité du monde, et donc que la fin de l'histoire est décrétée. Donc intempestif, le livre l'est au sens où il prend le contre-pied par rapport à cette doxa de la fin de l'histoire. Mais il y a sans doute encore une autre façon de... Il faut rappeler, sans vous interrompre, mais quand même juste rappeler pour nos auditeurs que le livre et surtout l'article de Fukuyama qu'il a rendu si célèbre, paru dans Commentaires, est un article dans lequel Fukuyama identifie la fin de l'histoire au triomphe inquiétant d'ailleurs, d'une démocratie libérale qui, n'ayant d'autre fin qu'elle-même, prive l'individu d'un but qui le dépasse, qui le transcende. Derrida lui-même s'oppose fermement à l'idée de fin de l'histoire, et il le fait au nom d'un argument qu'on peut juger rudimentaire, mais qui a son poids, qui est de dire que nous n'en avons pas fini avec les tragédies et les luttes à mener. Voilà, et c'est exactement en ce sens que le livre se déclare intempestif, puisque je crois que si il y a une pensée politique de Derrida, et je crois qu'il y en a une, elle doit toujours être ramenée à sa pensée de la promesse. Et donc le geste de Derrida, c'est de dire, loin d'être dans la fin de l'histoire, nous devons penser ce qui peut encore advenir. Nous devons réouvrir l'histoire aux promesses qui pourraient être encore inscrites ou qu'il faudrait être capable d'inscrire dans le temps présent. Et ça, c'est ce qu'il va appeler, qui va donner lieu à tant de débats, la messianicité sans messianisme. C'est-à-dire une messianicité du présent. Du présent. C'est-à-dire le fait que le présent peut encore être ouvert par des interruptions de l'histoire. Donc, intempestif, le livre l'est, au sens où il décrète qu'il est encore urgent d'être dans cette dimension-là. De quel marxisme, si j'ose dire, Derrida se réclame-t-il dans Spectre de Marx? Est-ce le Marx moral ou est-ce le Marx, j'ai envie de dire, mécanicien? Est-ce le Marx... D'ailleurs, on oppose bien souvent, on avait travaillé toute une semaine sur Marx et questionné cette alternative avec Marx. Le Marx dont Derrida se réclame est-il du côté du diagnostic, par exemple du dépérissement de l'État, enfin un Marx qui s'intéresse à des mécanismes, ou un Marx qui en appelle à la révolution? Ça n'est pas forcément le même, justement. Un Marx qui pourra dire de lui-même qu'il n'était pas marxiste. À quel Derrida? À quel Marx? C'est quel bon lapsus. À quel Marx Derrida fait-il référence au fond? Et de quel Marx s'inspire-t-il? Le moral ou le déconstructeur du capitalisme? Alors, certainement, il en appelle,
où il trouve dans Marx l'inspiration d'une déconstruction du capitalisme. Simplement, je pense que la dimension morale, s'il y en a une, n'est pas non plus du tout absente de Spectre de Marx, comme elle n'est pas du tout absente de tous les séminaires qui vont suivre, parce qu'il se situe toujours à l'articulation de l'éthique et du politique. Parce que ce que Derrida cherche à penser dans les années 90 au titre des questions de responsabilité, qui s'ouvrent de façon tout à fait contemporaine de Spectre de Marx, c'est l'articulation de l'éthique et du politique, c'est-à-dire c'est le type d'injonction éthique que le politique pourrait recevoir. Et ça, je crois que cette inspiration-là, il la trouve, et c'est ça qui a été eu tant de mal à passer, il la trouve dans Marx, effectivement. C'est une intuition qu'on retrouve aussi dans les politiques de l'amitié. Tout à fait. Ce que vous dites là. Benoît Peeters, on va entendre, tiens, justement, et j'en viendrai à la question ensuite, à la question que je voulais vous poser. On va entendre tout de suite, justement, Derrida revenir sur cette question d'être en retard ou en avance sur son temps et du temps dont il est question. Tout cela suppose évidemment, dès qu'on parle de retard ou d'avance, suppose qu'on est ou qu'on pense avoir la mesure du temps, de la succession, des enchaînements. Or, comme vous l'avez probablement vu, un des motifs de ce livre, c'est justement l'anachronie, une certaine intempestivité qui règle tout dans ce livre. Et de même que probablement mon silence ou ma réserve était intempestive, en tout cas en rupture ou en désaccord avec ce qui était dans l'air du temps et dominait il y a quelques décennies. De même aujourd'hui, et sans coquetterie, mais parce que je crois à la nécessité de ce geste, de même aujourd'hui, il y a un certain retard que d'autres pourraient interpréter comme une avance, je ne sais pas, en tout cas une certaine intempestivité à ce geste sur Marx aujourd'hui où, plus que jamais, on croit avoir fermé la parenthèse marxiste. Alors cette intempestivité, Derrida semble, Benoît Peeters, la réduire au fait que finalement on croit avoir fermé la parenthèse marxiste. Est-ce que, si on revient à la définition que Nietzsche donne de l'intempestivité, Nietzsche dit être intempestif, c'est dans les considérations inactuelles, ou intempestif justement, il dit être intempestif, c'est savoir s'élever au-delà, au-dessus de la déficience du présent. Mais le présent entendu comme le fil écumeux de l'actualité à laquelle il ne faut pas se soumettre sous peine de vivre comme une girouette. Et au fond, être intempestif, c'est faire preuve d'une certaine pesanteur ou d'une certaine gravité, là où la frivolité du présent fait qu'on zappe d'un sujet à l'autre. Ce détour pour vous poser la question de savoir si Derrida conçoit l'intempestivité comme l'art d'être opportun, auquel cas il est toujours opportun de parler de Marx, ou si c'est une façon d'être opportuniste, c'est-à-dire de prendre tout simplement le contre-pied d'une mode et à cet égard d'affermir l'image d'un philosophe singulier. Non, je ne crois pas qu'il y ait chez lui l'envie ni d'être dans la mode, ni d'être dans le contre-pied d'une mode, mais peut-être d'être respectueux d'une circonstance. Parce qu'il ne faut pas oublier que Spectre de Marx, c'est d'abord une réponse à une invitation. On l'invite à un colloque à ce moment-là, et Derrida, qui a beaucoup dans son œuvre réagi à la demande, se dit que là, il est bon d'en parler. Finalement, cette notion de contretemps, d'intempestivité, ça pourrait être un peu l'autre nom de la différence avec un A, de même que Spectre de Marx et la dimension de la spectralité, de l'anthologie avec un H que Derrida va si souvent évoquer dans ces dernières années, c'est un peu la continuité de thématiques qui s'exprimaient autrement et en d'autres mots dès le tout début de l'œuvre de Derrida. De ce point de vue-là, je crois que s'il est très agacé par l'idée d'un tournant éthico-politique qu'on lui attribue quelquefois, c'est parce qu'il sait que même si cela se disait à travers d'autres textes et d'autres concepts, c'était déjà cette préoccupation d'un présent et d'une présence insaisissable et impossible qui était au cœur de son travail philosophique. Alors, dès les premiers textes. Il faisait de la politique, ou il pensait la politique avant de l'écrire, mais enfin, c'est quand même pas innocent, Marc répond, que chez Derrida, il y ait un passage à l'explicitement politique dans ses textes.
Oui, alors c'est très intéressant le parallèle que vous venez de faire avec Nietzsche, parce que ce qui est intempestif pour Nietzsche, c'est de faire advenir dans la langue, de faire arriver à la langue quelque chose qui ne pouvait plus lui arriver. Et en fait, c'est exactement ce que fait Derrida avec Marx. Il y a à ce moment-là une doxa marxiste, il y a une doxa anti-marxistes qui sont extrêmement installés, qui ont une très longue histoire, qui ont pesé très lourd dans les années 70. Et ce que fait Derrida, il reprend Marx à nouveau frais pour faire advenir une lecture de Marx qui échappe à l'une et à l'autre de ces doxas. Je ne crois pas du tout que Derrida ait commencé à devenir un penseur de la politique ou un penseur préoccupé par la politique au début des années 90. Je pense que la politique est inscrite d'entrée de jeu. Pour une raison très simple, c'est que si on reconduit la déconstruction à la déconstruction de la souveraineté, à la déconstruction d'un jeu assuré de lui-même, assuré de sa présence, assuré de son identité, cette déconstruction-là, elle est immédiatement politique. Et donc il y a un déploiement qui se fait. Mais pour qu'il puisse se dire dans des termes explicitement politiques, il fallait sans doute que les termes dans lesquels le débat était enfermé dans les années 70 retombent. Et en un sens, le déclin du marxisme à partir des années 80, de la fin des années 80, libère Derrida pour enfin avoir un accès ouvert aux questions politiques qui les sortent des termes dans lesquels le débat les avait enfermés. Peut-être un déridien de stricte obédience s'attardant sur le mot libère Derrida entendrait le latin liber, livre, et le retraduirait en français en disant livre Derrida, justement, à la question politique. Il y a tant de choses à dire sur le devenir politique de la déconstruction, justement, et sur le fait que la déconstruction n'est pas un nihilisme politique. Mais je ne sais pas si on aura le temps d'en venir à cela. On a beaucoup parlé de déconstruction déjà cette semaine. Un point quand même, tout à l'heure Benoît Peeters a cité l'un des néologismes peut-être les plus beaux, les plus poétiquement féconds de Marx, qui est l'anthologie, donc le fait d'être hanté, en l'occurrence par un discours. Cette hantise ou ce hantement vient de la notion de spectre et de la très fameuse phrase qui inaugure le manifeste du Parti communiste: un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Que signifie chez Derrida cette anthologie? À quoi correspond le besoin de forger ce néologisme nouveau? Marc Crépon? Alors, comme un autre terme de Derrida, qui est celui de survivant, ce sont des termes évidemment clés dans la pensée de Derrida, parce que je crois que s'il y a une chose qui signe cette œuvre et qui la marque, c'est d'abord qu'elle est hantée du début à la fin par la question de la mort et par la question du rapport entre le vivant et le mort. Donc justement, pour reprendre les termes initiaux de notre débat, qu'est-ce qu'il y a d'intempestif dans le geste de Derrida? C'est le fait de dire ce qui est mort ne l'est pas tout à fait, ce qui est mort est encore vivant. Il y a toujours du vivant, il y a une vie de Marx, il y a du vivant de Marx, y compris dans cette mort du marxisme qu'on a décrétée. Où est-ce que vous situeriez Derrida par rapport à Badiou et Aron, d'ailleurs, qui sur ce point-là sont d'accord, bizarrement. L'un et l'autre considèrent, pour Badiou pour s'en réjouir, Aron pour s'en désoler, mais qu'au fond, Aron parlait avant la défaite du communisme, et Aron considérait que si le communisme perdait, ou si les régimes qui revendiquent le communisme disparaissaient, l'idéal communiste reprendrait justement ces oripeaux de rêve, ou échangerait ces haillons de dictature pour des costumes de rêve, et referait dans l'histoire une entrée magnifique. Est-ce que et Badiou lui-même considère que l'échec des régimes communistes raffermit l'hypothèse communiste, qu'il appelle l'hypothèse communiste. Est-ce que Derrida s'inscrirait dans cette perspective dialectique où, au fond, le communisme, comme un phénix, se nourrit de ses propres cendres? Derrida n'est pas un penseur de l'utopie. Ça, je crois que c'est... Il faut fondamentalement voir que l'avenir chez Derrida, ou cette messianicité sans messianisme qu'évoquait Marc Crépon, ce n'est pas du tout du côté de l'utopie. Quand il va parler de la démocratie à venir, on est vraiment là
dans la promesse, mais dans une promesse qui doit toujours rester promesse. S'il y a un penseur qui se rapproche de Derrida dans la relation au marxisme, je pense que c'est Walter Benjamin. Il y a vraiment ces notions-là, et il faudrait voir à ce moment-là aussi ce qui croise chez Derrida le retour à un certain judaïsme et le retour à la pensée marxienne. Là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup trop complexe, et trop complexe même pour moi, mais qui me semble essentiel. Il a, d'une certaine façon, fait autant retour à Lévinas qu'à Marx, autant retour à Benjamin qu'à Heidegger. Il croise des traditions qui, normalement, ne se rencontraient pas dans une idée qui n'est quand même pas une idée banalement politique ou banalement éthico-politique. C'est marrant, vous dites Walter Benjamin. Moi, je me fais allumer par les auditeurs parce que je dis Walter Benjamin. Disons qu'on dit... Benjamin a tellement aimé la France que la France peut bien le franciser un peu. Je suis d'accord avec vous. Vous ne satisferez personne, comme si vous prononcez Celan, vous ne saurez jamais s'il faut dire Celan, Celan. Paul Celan. Paul Celan, voilà. Pour répondre à votre question, si on essaye de situer Derrida dans la constellation des grands penseurs ou de la politique dans la seconde moitié du XXe siècle, je crois que pour le situer, on doit rappeler qu'il y a deux principes, me semble-t-il, qui donnent les cadres les plus généraux de cette pensée. Le premier, c'est le refus derridien manifesté de bien des façons de toute forme d'enfermement dans une appartenance quelle qu'elle soit. C'est quelqu'un, on peut dire, voilà, il y a une chose très très singulière dans l'œuvre de Derrida, c'est une certaine allergie à la première personne du pluriel. Derrida se méfiait de tout enfermement communautaire, de toute reconduction à une appartenance, de toute invocation d'une identité quelle qu'elle soit. Donc déjà, ça le situe par rapport à beaucoup d'autres penseurs de sa génération. Et la deuxième, à laquelle je tiens énormément, qui explique également beaucoup de choses, y compris des silences dont on l'a accusé, y compris une certaine forme de retrait à certains moments, je crois que Derrida se distingue par son refus de toute forme de consentement meurtrier. Il y a une allergie principielle, c'est même plus qu'une allergie, il y a un refus d'apporter quelques justifications, quelques cautions, d'avoir quelque acceptation que ce soit de la violence politique meurtrière. Et ça le distingue évidemment de bien d'autres penseurs de sa génération. Notamment Jean-Paul Sartre, pour le coup qui est de la génération d'avant, mais qui lui-même a franchi le tabou de la violence. Un mot là-dessus, Benoît Peeters ? Je crois qu'il ne faut jamais oublier un traumatisme politique fondamental chez Derrida qui est celui de la guerre d'Algérie, avec une pensée politique qui le rapproche à ce moment-là davantage de Camus que de Sartre, et qui va le conduire tout droit à l'admiration de Nelson Mandela. Il y a dans la réflexion sur la guerre d'Algérie et la manière de rester déchiré, qu'on sent très bien dans un certain nombre de lettres que j'ai produites dans la biographie, des lettres à son ami Lucien Bianco, on sent comment il veut penser toutes les dimensions de ce conflit à la fois. Il veut penser les contradictions qui se posent à lui, ne pas tenter de les résoudre. Et jusqu'à la fin de sa vie, dans la dernière émission télévisée qu'il fera, un débat avec Régis Debray chez François-Olivier Gisbert, il dira « Je persiste à penser qu'on aurait pu inventer autre chose, un autre mode de vivre ensemble entre Français et Algériens. » Debray lui dit tout de suite « Mais enfin bon, c'est l'utopie. » Et Derrida reste camusien. Il reste camusien. Et je crois que c'est une clé fondamentale. Penser les blessures, penser aux deux sens du terme, la pensée avec un A et penser avec un E, cette blessure profonde de la guerre d'Algérie, où Derrida est à la fois fondamentalement anticolonialiste et fondamentalement persuadé qu'un certain rapport à l'Algérie n'était pas forcément colonial. C'est quelque chose qui animera sa pensée politique comme une sorte de non-dit. Mais je crois qu'aujourd'hui, on sent de plus en plus que l'élément du non-dit était là tout près d'affleurer. Il eût été passionnant d'entendre Derrida sur le fameux alinéa parlant des effets positifs de la colonisation. Marc répond. Oui, juste une anecdote à propos de Camus. Dans le séminaire sur la peine de mort, évidemment, Derrida revient longuement sur Camus, lit Le Premier Homme, notamment. Et il y a un moment assez émouvant où Derrida se retrouve pratiquement des souvenirs communs avec Camus. Il dit « mais ça, moi, je l'ai connu aussi ». Et donc met en scène, dans le séminaire, une réelle proximité. Et c'est une chose qu'on découvre, moi je l'ignorais, qu'on découvre dans votre biographie, c'est cette grande proximité et cette lecture très très attentive, admirative de Camus dans sa jeunesse. L'empreinte de Camus était inavouable pendant un certain temps. Mais le premier livre qu'il a offert à sa future épouse, Marguerite, c'était Noces. Bon, c'est un merveilleux titre pour un livre qu'on veut offrir
offrir à une jeune femme qu'on aime, mais c'était aussi une façon de faire partager un morceau de sa jeunesse algérienne, de quelque chose qui est toujours resté vibrant en lui, cette dimension méditerranéenne, inséparable du reste de sa pensée. Et puis au-delà de l'Algérie, il y a chez Camus un sens de la métaphore extraordinaire qui n'a sûrement pas déplu à Derrida. Je veux dire, quand Camus dit la campagne est noire de soleil, on est d'une certaine manière dans la version la plus littéraire ou la plus poétique de ce que Derrida formalise sous la forme de ces textes qu'il fragmente. On va essayer d'avoir le temps d'en parler tout à l'heure, notamment autour de la question de l'hospitalité. Restons un instant sur cette question de la mort. Vous avez dit tout à l'heure, Marc Crépon, et c'est très important, que l'œuvre de Derrida était tout entière hantée par la mort. Anthologie, il y a ici aussi, d'une certaine façon, Derrida, l'œuvre de Derrida est une œuvre sur la mort. D'ailleurs, lui-même associe le texte à la mort. Et en cela, il est lecteur de Platon. J'y viens. Vous allez avoir le temps de tout nous dire à cet égard. Je voudrais juste, à ce titre, d'abord une autre anecdote. Dans L'Homme révolté, dans Le Premier Homme, le héros, le personnage du Premier Homme, Cormery, à un moment est devant la tombe de son père, et s'avise devant la tombe de son père qu'il est aujourd'hui plus âgé que son père. Rappelons, pour mémoire, je l'ai appris en vous lisant Benoît Peeters, que Derrida est mort au même âge que son père, et de la même maladie. Je ne sais pas s'il y a plus à dire à cet égard, néanmoins le parallèle méritait qu'on le fasse ici, méritait d'être fait. Je voudrais qu'on entende Derrida revenir sur la question du droit à la vie, de la peine de mort, et sur ce qu'il peut y avoir de mortifère, justement, dans la sanctification de la vie, et par là même, on comprend implicitement comment ceux qui sanctifient la vie en viennent, d'une certaine manière, à faire valoir la peine de mort. Je ne crois pas qu'il soit très rigoureux. Je ne crois pas qu'on puisse faire du droit à la vie un principe inconditionnel et inattaquable. On sait qu'il y aura toujours des expériences sacrificielles, il y aura toujours du meurtre et de la mort. La question est de savoir si on a le droit de l'inscrire dans un droit, et si un pouvoir peut se voir reconnaître le droit et les moyens de calculer la mort de quelqu'un, de décider de calculer la mort de quelqu'un. Et la question du calcul du temps, nous savons tous que nous sommes condamnés à mort entre guillemets, n'est-ce pas? Et souvent dans le séminaire, nous distinguons entre être condamné à mort, comme nous le sommes tous, condamnés à mourir, si vous voulez, et puis la condamnation à mort, qui est la condamnation par autrui ou par une instance prétendument universelle qui est l'État, ou la justice d'État, à mourir à tel instant sous le coup d'une machine, n'est-ce pas, manœuvrée anonymement par un représentant de l'État. Donc la question n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question d'organisation calculable de la mort de quelqu'un comme citoyen. Vous n'êtes pas chez Alain Weinstein, c'est les nouveaux chemins de la connaissance. Et aujourd'hui, Marc Crépon et Benoît Peeters qui sont nos invités pour clore une semaine sur Derrida. Et c'est Ornette Coleman que nous entendons ici. Un petit mot, Benoît Peeters, il n'est pas innocent de faire entendre du Ornette Coleman quand on parle de Derrida. Il y avait eu une grande sympathie entre les deux hommes qui s'étaient rencontrés à Paris toute une après-midi, et Ornette Coleman avait eu l'idée un peu imprudente au Festival de Jazz de la Villette d'inviter Derrida à l'accompagner en parole. Malheureusement, il avait peut-être surestimé un petit peu la réceptivité du public, ou mélanger la gloire américaine de Derrida et la relative indifférence qui parfois entourait son nom en France. Toujours est-il que ça a été une expérience très malheureuse pour Derrida, qui s'est fait quasiment chasser de la scène, cependant qu'Ornette Coleman se remettait à jouer. Derrida était devenu un orateur de plus en plus brillant, de plus en plus capable de théâtraliser ses textes et de les faire aimer et entendre à des gens qui peut-être avaient du mal à le lire, mais là, il avait manifestement un public qui était venu pour autre chose. Marc Crépon, on en revient à cette question du droit à la vie, de la peine de mort chez Derrida, l'objet de ces derniers séminaires dont vous assurez en partie l'édition.
Deux points, ce droit à la vie, il s'en prend au droit à la vie comme un principe inconditionnel et inattaquable, et c'est peut-être à ce titre qu'il s'en prend à la peine de mort. Et deuxièmement, la question, c'est une question qui m'est venue en fait en travaillant là-dessus. Je me suis demandé si l'image même du suicide cellulaire, de l'apoptose au fond, de la nécessité qu'ont les cellules de suicider, sinon si elles ne meurent pas, ça devient des cancers. C'est Jean-Claude Amezen qui nous l'a appris, enfin qui me l'a appris en tout cas. L'image du suicide cellulaire n'offre-t-il pas un modèle biologique de la déconstruction déridienne ? Alors, un modèle biologique que Derrida a beaucoup utilisé dans les dernières années de sa vie, c'est celui de l'auto-immunité, c'est-à-dire celui d'un système de défense qui se retourne contre ce qu'il défend. C'est notamment on va dire le concept biologique qu'il a utilisé pour penser la façon dont un État, pour se protéger du terrorisme, pouvait être amené à prendre des mesures de sécurité qui se retournaient contre lui-même et qui devenaient elles-mêmes terroristes. Donc il y a certainement, en tout cas, quelque chose de cet ordre dans la pensée de Derrida. Je ne sais pas maintenant si, au-delà de ce concept d'auto-immunité, Derrida en utilisait d'autres ou était tenté par familier de ces problématiques. Mais alors, donc, sur la peine de mort. Alors, sur la peine et de la question mort, du droit à la vie. Alors, évidemment, c'est extrêmement compliqué parce que ce que Derrida observe, c'est que, notamment aux États-Unis, les militants les plus farouches contre le droit à l'avortement sont aussi parfois des militants farouches en faveur de la peine de mort. Donc, il repère cette contradiction. L'un des fils conducteurs il y en a beaucoup, l'un des fils conducteurs du séminaire sur la peine de mort, c'est d'essayer de comprendre quel intérêt, de déconstruire en tout cas l'intérêt qu'il peut y avoir à être favorable à la peine de mort, mais aussi l'intérêt qui peut être celui des abolitionnistes. Donc, lisant des textes de Hugo, de Camus, de Beccaria, de Badinter, de Rousseau. On a parlé du premier homme, on aurait pu parler des réflexions sur la guillotine. Tout à ici, fait, hein. que Derrida cite aussi longuement. Donc, lisant tous ces textes-là, Derrida est très attentif à cette question de l'intérêt. Et à un moment, visiblement, une question lui est venue de la salle, lui demandant « Mais quel intérêt, vous, Monsieur Derrida, vous savez, à être abolitionniste ?» Et là, il y a, comme ça se produisait souvent dans les séminaires, une envolée extraordinaire. À un moment où Derrida va de toute façon dire des choses extrêmement profondes et parfois extrêmement personnelles. Et là, il explique que quand même, c'est la vie, c'est l'attachement à la vie. C'est-à-dire que on ne peut pas. Derrida est un penseur autant hanté par la mort qu'il n'est hanté par la vie. Il est hanté par l'indissociabilité de la mort et de la vie. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on est attaché, qu'est-ce qui fait qu'il est viscéralement opposé à la peine de mort? C'est comme il le rappelait dans le passage que vous nous avez fait entendre, c'est que la peine de mort, dans le fond, supprime la finitude. La peine de mort décrète le temps de la mort. Elle vole, autrement dit, cette indétermination du temps de la mort qui est constitutive de la vie. Mais on comprend ce que Camus réplique aux partisans de la peine de mort en disant que la peine de mort, en tant que loi, relève d'une vengeance et qu'à cet égard, la justice n'a pas à s'en occuper. C'est l'argumentaire de Camus et que par ailleurs, la machine à tuer est horrible et les longues descriptions de Camus de la machine à mort sont très éloquentes et vraiment déconstructrices à cet égard. Bon. On comprend l'argument de Camus, mais qu'est-ce que Derrida répond en faisant valoir que la peine de mort vole l'indétermination de l'instant de la mort, à celui qui dit oui, mais celui qu'on condamne à mort, c'est celui qui l'a déjà volé à quelqu'un d'autre. Qu'en d'autres termes, ne pas condamner à mort celui qui a tué, c'est considérer que sa vie vaut plus que celle de sa victime. Qu'est-ce qu'avec Derrida, on pourrait répondre à cet argumentaire qui fait le lit de l'extrême droite, par exemple? Eh bien, par exemple, que la justice n'a pas à se plier à la loi du talion, que la loi du talion n'est pas une forme de justice. Alors, il y a de très très longs développements là-dessus, qui procèdent d'ailleurs d'une très belle lecture de Nietzsche, puisque le premier à avoir déconstruit la loi du talion, c'est Nietzsche dans la généalogie de la morale,
comme vous savez. Et donc, Derrida reprend ici et accompagne Nietzsche dans cet argumentaire contre la loi du talion. Derrida, à ce moment-là, dit « Mais personne n'y a jamais cru à la loi du talion. Personne ne peut pas y croire. Il n'est pas raisonnable d'y croire. » De la peine de mort, il faut en passer justement, via le biais de la loi du talion, à la question du pardon chez Derrida, c'est-à-dire aussi à son rapport à deux personnages essentiels de l'histoire des idées du XXe siècle, c'est-à-dire Ricoeur et Lévinas. Avant d'en venir à cela, je voudrais qu'on entende Derrida lui-même, comme toujours, revenir sur la question du pardon, d'un pardon dont il dit qu'il doit être pur, sinon il n'est pas véritablement pardon. Le pardon n'est pas un échange. Et Derrida, de ce point de vue, reconduit l'idée chère à Ricoeur d'un don, précisément, dont toute la gratuité le rend complexe et extraordinairement difficile à penser, en un sens aussi difficile à penser que simple, miraculeusement simple à accomplir. On entend tout de suite Jacques Derrida sur la question du pardon. Donc le geste que je fais quand je parle de pardon pur et impossible est un autre geste. Alors, j'essaie de l'expliquer et de montrer que dans sa pureté, dans la pureté de son concept, un tel pardon devrait être impossible. Que d'ailleurs, on ne peut pardonner que l'impardonnable, que si on pardonne ce qui est pardonnable, facilement pardonnable, on ne pardonne pas. Donc on doit pardonner ce qui est impardonnable et donc faire l'impossible. J'essaie de distinguer aussi entre la réconciliation et le pardon. Un pardon qui serait demandé ou qui serait accordé uniquement en vue de la réconciliation, c'est-à-dire avec une finalité déterminée, ne serait pas un pardon. Si je pardonne uniquement pour changer la situation, pour faire que pour guérir ou pour que la plaie soit guérie, si je pardonne avec une intention en quelque sorte thérapeutique ou psychanalytique ou écologique, même pour faire que la santé revienne, que la société soit saine, que le rapport avec les autres soit sain, à ce moment-là, ça n'est plus un pardon, c'est un calcul. Alors ce calcul, je peux l'approuver dans certains cas, je pense que c'est un bon calcul, qu'il faut faire ce calcul, mais je n'appellerai pas ça un pardon pur. C'est un processus de travail de deuil, de réconciliation, c'est une thérapeutique, quelquefois une thérapeutique politique nécessaire. Moi, j'approuve les processus de réconciliation qui sont essayés un peu partout dans le monde aujourd'hui, en politique. Un peu partout, il y a de tels processus. Mais en tant que philosophe qui essaie d'être rigoureux avec ce qu'il dit, de comprendre ce qu'il dit et d'évaluer le sens des mots ou les implications des mots, je m'abstiendrai de parler de pardon pur dans ce cas-là. Alors j'ai dit tout à l'heure Ricoeur et Lévinas, et vous m'avez rappelé pendant qu'on écoutait Jacques Derrida, et je n'osais pas le signaler tant leurs paroles se ressemblent, je n'osais espérer qu'ils se ressemblent autant, que c'est Jankélévitch, en l'occurrence, qui rappelait. Il est vrai que Jankélévitch, notamment dans l'imprescriptible, mais également dans quelque part dans l'inachevé, et puis, même déjà depuis le traité des vertus, Jankélévitch pose que le métier de pardon, c'est un métier impossible, c'est de pardonner l'impardonnable. Benoît Peters. Les deux positions ne sont pas d'ailleurs similaires, puisqu'il y avait chez Jankélévitch comme une sorte de tabou qui, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, portait sur l'ensemble de la culture allemande et de la philophie allemande notamment. Mais qui reposait aussi sur le fait que les nazis n'avaient jamais demandé pardon. Bien sûr. C'est encore bien un sûr. élément supplémentaire. Et il y a cette histoire fameuse du jeune étudiant allemand qui écrit à Jankélévitch, qui lui n'est pas de cette génération, etc., et qui modifie en quelque façon, pas tout à fait, qui modifie en quelque façon le rapport de Jankélévitch à cette question. Eh bien, cette histoire-là, Derrida l'interroge de près et s'intéresse énormément à cette histoire. Donc, il y a chez Derrida un dialogue avec les penseurs qui l'ont entouré, qui est un dialogue à la fois sans concession et très généreux. Et plus les années passent, plus la dimension de générosité par rapport à la pensée de l'autre devient importante. C'est le cas par rapport à Ricoeur, auquel plusieurs conflits l'ont opposé. C'est le cas de Lévinas, parce que le premier grand texte de Derrida sur Lévinas, qui est un texte extrêmement important, est aussi un texte dur par rapport à Lévinas. Et plus les années passent, plus on sent que les dimensions d'amitié dans la pensée prennent de l'importance, prennent le dessus. Il y a cette très belle lettre de Derrida à Lévinas où Lévinas a dit « Nous nous trouvons avec Derrida au cœur d'un chiasme ».
Et Derrida, le remerciant de son article, lui dit « Tout cela n'empêche pas qu'au chiasme toujours, je préférerais le cœur ». Et donc, ça peut sembler très simple, mais par rapport à des affrontements philosophiques qui ont été très, très vifs, c'était un moment aussi, une aptitude chez Derrida à reconnaître la dette et à reconnaître l'amitié à l'intérieur même de la pensée. C'est magnifique. Marc Répond, est-ce que cette idée de générosité, cette inconditionnée de la générosité finalement, qui est ce pur don, cette gratuité du don, de la générosité qu'il y a dans le pardon justement, n'implique pas en filigrane ou implicitement une idée du sujet qui est totalement étrangère à la pensée de Derrida? Est-ce qu'au fond, pour une démarche tellement oblative qui est celle du généreux, n'implique pas un maintien quand même du sujet sous la forme de ce que Camus appelait l'individualisme altruiste, par exemple? Non, je ne crois pas, parce qu'on a parlé tout à l'heure, évoqué la question si importante pour Derrida de l'articulation de l'éthique et de la politique. Derrida, évidemment, se méfiait beaucoup de la morale et se serait beaucoup méfié d'une morale prétendant décréter à la politique ce qu'elle doit faire. Donc s'il y avait une articulation entre l'éthique et la politique possible, elle ne pouvait être faite qu'au titre de ce que lui-même appelait une éthique hyperbolique. C'est-à-dire? Et d'ailleurs, l'éthique hyperbolique, c'est une éthique radicale, une éthique qui va au-delà des limites de ce que le sujet, justement, est capable de produire. C'est-à-dire une éthique qui sort le sujet de ses propres limites. C'est le cas, évidemment, du pardon, qui ne peut pardonner, qui n'est effectivement pardon que s'il pardonne l'impardonnable. C'est le cas de l'hospitalité, qui n'est réellement hospitalité que si elle est inconditionnelle. Donc je pense que c'est... Alors, au passage, la notion d'éthique hyperbolique, c'est une notion qu'on trouve chez Yankelevitch. C'est une notion qu'il emprunte à Yankelevitch. Et la première fois, je crois, l'une des premières fois en tout cas, où Derrida l'utilise, et ça n'est pas par hasard, c'est à propos du pardon, justement dans sa lecture des textes de Yankelevitch. Et cette question de l'hospitalité, pour le coup, est une invention, enfin, la façon qu'il a de la penser est une invention de Derrida. Je voudrais qu'on entende Derrida revenir justement sur cette question de l'hospitalité dont il s'agit de parler maintenant. L'hospitalité d'ailleurs qu'il articule, on l'entendra dans une autre archive tout à l'heure, juste avant la fin de cette émission, qu'il articule à la question de l'improvisation, paradoxalement. Écoutez. Dans l'hospitalité pure, d'une certaine manière, on ne demande même pas son nom à celui qui arrive, à l'arrivant, pas, ou qui s'est égaré sur sa route, ou qui, bon, dans une culture nomade où l'hospitalité est née, en quelque sorte, l'arrivant est reçu avant même qu'on sache quoi que ce soit de lui. On ne sait pas son nom. Eh bien, tous les problèmes dont nous parlons concernent aussi des gens qui, d'une certaine manière, n'ont pas de nom. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand un écrivain, un intellectuel de renom est persécuté, il a plus de chances, quelquefois ses chances sont limitées, on le sait bien malheureusement, mais il a plus de chances que tous les anonymes. On pourrait parler de l'Algérie où n'est-ce pas, il y a des dizaines de milliers d'anonymes qui sont obligés ou bien de fuir ou de mourir sur place sans que jamais leur nom soit même prononcé. Donc la question est celle de l'anonymat, justement. Comment recevoir ou se préparer à recevoir les anonymes? Là, il n'y a pas de réponse programmable. C'est là que la chance, l'improvisation, il faut inventer l'événement à chaque instant et ne pas se régler sur le nom ou sur le renom. Benoît Peters, est-ce que Derrida parle ici ou pense ici aux sans-papiers dont la cause lui était si chère? Oui, certainement. Et les sans-papiers l'intéressent aussi même non seulement par cette réalité douloureuse pour laquelle il s'est engagé physiquement et concrètement, mais aussi par ce terme même de sans-papier. Lui qui a été un penseur de l'écriture et du papier. Qu'est-ce qu'être sans-papier? Il y a dans ce très beau livre qui s'appelle Papier-machine toute une méditation sur cette question. Chez Derrida, l'engagement d'ailleurs le plus ponctuel, le plus concret, n'est jamais séparable d'un objet de réflexion. Littéraire. Ce n'est pas quelqu'un qui peut s'engager pour des causes éparses et diverses, qui pourrait se mobiliser chaque quinzaine pour une cause différente. Toutes les causes qui lui importent sont des causes qu'il a creusées durablement, et celle des sans-papiers est une de celles qui lui a le plus importé et qui quelquefois a été mal comprise par les politiciens classiques. On sait que... qui faisait de l'hospitalité inconditionnelle une utopie, tout simplement, et retrouvait un tempérament utopiste chez Derrida dans la valeur d'hospitalité inconditionnelle.
À par l'époque du opposition à Rocard gouvernement, qui disait qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, en gros. à l'époque du gouvernement Jospin notamment, il y a eu des tensions entre des gens qui avaient été proches de Derrida et lui-même sur cette notion d'hospitalité inconditionnelle. Il ne faut surtout pas penser évidemment à un Derrida naïf qui croirait que la France peut accueillir à elle seule tous les sans-papiers du monde entier, mais une manière de rappeler l'intangibilité et la nécessité d'un principe qui doit toujours être là au cœur même de la négociation concrète de cette question. Marc répond sur cette question, dont on remarque d'ailleurs qu'elle permet à Derrida elle permet de montrer que Derrida littérarise les objets qu'il pense, mais le fait de le faire ne le rend pas frivole, contrairement à ce que Habermas avait pu dire dans les années 80. Marc répond sur cette question. Au-delà même de ses implications directement politiques, l'hospitalité, c'est un concept absolument central dans l'œuvre de Derrida, parce que la façon dont il va définir l'événement en général, l'événement, c'est ce qui arrive, c'est un arrivant. Et donc, toute l'éthique derridienne consiste à se rendre disponible pour l'arrivant. C'est cette disponibilité pour l'arrivant. Donc, l'hospitalité, elle est en réalité inscrite au cœur de chacun de nos gestes, et j'aurais même envie de dire au cœur de chacun de nos actes de langage. Chaque fois qu'on parle, on doit se rendre hospitalier à ce qui arrive. C'est pour ça que le monolinguisme, comme dit Derrida, est monolinguisme de l'autre. Il est monolinguisme déterminé par ce qui arrive, c'est-à-dire par ce qu'on accueille de ce qui arrive. Donc voilà pourquoi l'hospitalité, c'était bien de finir là-dessus, parce qu'elle est vraiment absolument centrale. Et sur le monolinguisme de l'autre, on va entendre, pour clore cette émission en votre compagnie, cette émission hospitalière, du moins on essaye en votre compagnie, on va entendre un extrait d'Oedipe à Colonne que Derrida fragmente et déconstruit dans les entretiens qu'il a avec Anne Dufourmentel dans ce texte de l'hospitalité paru chez Kalman Levy, un extrait d'Oedipe à Colonne, et puis Derrida, toujours lui, pour finir, qui parle d'une hospitalité pure comme un impossible. Écoutez. Fils d'Égée, je vais te dire ce que vous garderez, toi et la ville, et qui sera sans vieillesse ni chagrin. Je vais moi-même, sans qu'un guide me touche, te mener à l'instant là où je dois mourir. Ne révèle jamais à personne ce lieu caché, pas même son site. Il te sera toujours un rempart de 1000 boucliers contre les invasions de tes voisins. Quant au mystère auquel la parole ne peut toucher, tu l'apprendras toi seul une fois là-bas. Je ne peux pas le révéler aux citoyens ni même à mes filles que j'aime. Garde-le pour toi. Quand tu seras parvenu au terme de ta vie, n'en fais part qu'au plus digne qui ne le révélera qu'à son successeur, et ainsi de suite. Tu rendras de la sorte ton pays inexpugnable aux hommes qui furent semés. Combien de villes si bien régies se laissent aller à l'orgueil? Les dieux savent voir, même longtemps après, celui qui les méprise et tourne à la folie. Toi, fils d'Égée, garde-toi d'en venir là. Mais je t'enseigne ce que tu sais bien, et le Dieu me presse. Partons tout de suite pour l'endroit dont je parlais. Mes filles, suivez-moi. C'est moi maintenant qui vous guide, vous qui guidiez votre père. Venez. Ne me touchez pas. Laissez-moi trouver moi-même la tombe sacrée où je dois être enterré dans ce pays. Par ici. Oui, venez par ici. Hermès l'escorteur me guide par ici avec la déesse des enfers. Ô lumière ténébreuse qui fut ma lumière, mon corps te touche pour la dernière fois. Je m'en vais cacher dans l'Hadès le terme de ma vie. Toi, très cher hôte, et ton pays, et tes serviteurs, soyez heureux. Et pour l'être toujours, souvenez-vous de moi quand je serai mort. Il y a ce souci à la fois de penser ou d'endurer une limite, par exemple celle de l'hospitalité, et de penser un impossible qui est néanmoins désiré comme tel et qui n'est pas nécessairement négatif. Au fond, il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple, accueillir l'autre sans poser aucune condition,
sans même lui demander son nom, à la limite, hein, sans parler de son passeport et de ses papiers. Hein. Le laisser non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible, que nous jugerons impossible à différents lieux de l'impossible, mais en tout cas, cette hospitalité pure, inconditionnelle, est impossible. Et voilà, l'ultime objection de la semaine à Jacques Derrida, c'est Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell qui la formulent. Vieille canaille, une version jazzy irrésistible. Allez, 10h50 sur France Culture, on passe aux choses sérieuses, au journal des Nouveaux Chemins. Et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Nous sommes tous par moments poulpes ou renards lorsque nous rusons pour tromper nos semblables et nous avons tous la prétention de ne pas être dupes en retour, de ne pas être trompés par les autres. Mais si la véritable duperie était dans notre relation, non pas aux autres, mais à soi-même, dans notre relation avec nous-mêmes, ce qui est loin d'être aussi clair qu'on le pense. L'homme n'est jamais mieux trompé que par lui-même, nous dit le livre du jour. Bonjour Augustin Giovannoni. Bonjour. Vous êtes philosophe et on trouve en ce moment un livre dont vous êtes l'auteur et qui porte sur ces questions donc de tromperie et de duperie entre les hommes, mais aussi à l'intérieur de chaque homme. Les figures de l'homme trompé, c'est le titre de ce livre disponible aux éditions PUF et qui a le grand mérite de réfléchir à ce thème qui est peu abordé, à savoir les illusions de l'identité subjective, la servitude volontaire face à ces illusions et le décalage entre l'être et le paraître. Alors vous mettez au jour les mécanismes de la duperie, mais sommes-nous dupés par nous-mêmes comme nous le sommes par les autres ? Effectivement, vous venez dans votre présentation de mettre en lumière ce qui constitue à la fois l'objet et la difficulté de l'étude. L'objet qui est la structure de la tentative, enfin d'élucider la structure de la subjectivité dupée, donc la tentative de distinguer la duperie de l'imposture, puisque l'imposture c'est un scénario disons dans lequel un charlatan ou un manipulateur tente d'abuser de la naïveté ou de la niaiserie d'un autre. En revanche, ce qui a été l'objet de mon étude, ce n'est pas ce que le théâtre élisabétain ou la comédie dell'arte ont immortalisé, mais c'est bien plutôt une étude sur les mécanismes d'assujettissement qui amènent un individu à la perte du sens de soi et à chercher en l'autre un garant ou une garantie qui l'amène à un moment donné à rentrer dans un mécanisme qui devient un mécanisme de servitude où il peut, d'une certaine façon, se retrouver manipulé ou trompé. Alors, pour saisir la nature de de cet enjeu, il faut interpréter le livre comme un itinéraire, un petit peu à la manière dont Spinoza engage dans le prologue du traité de la réforme de l'entendement, une interrogation sur les biens périssables. Il est à la recherche d'un bien durable, d'un bien qui lui apporte la félicité, et il se rend compte que les biens disponibles, les honneurs, la richesse ou le plaisir, ne lui apportent pas ce bien durable, mais vont être au contraire, en occupant complètement son esprit, l'objet d'une duperie où le rapport à autrui va devenir en fait l'objet de toutes les ressources qu'il déploie dans ce magnifique ouvrage. Donc il y a ce premier moment, oui. Et ensuite une tentative pour mieux cerner les mécanismes de l'auto-illusion et enfin pour tenter, en introduisant le concept de reconnaissance mutuelle, donc de voir comment on peut effectuer une traversée de la duperie de soi. Donc ça, évidemment, à partir de là, la notion se trouve être prise au carrefour
de la clinique, de la politique et de ce que la tradition philosophique nous a légué à travers ce concept du prix de soi. Mais alors, quels sont ces mécanismes qui sont en jeu dans ce processus, à la fois de la naissance et l'origine de la duperie, puis le fait d'en subir les conséquences, et enfin la sortie de ces illusions? Vous avez mentionné le terme d'assujettissement. À quoi sommes-nous assujettis lorsque nous sommes dupes? Est-ce que l'on se trompe? De quelle nature est la duperie? À savoir, est-ce que cela vient d'une méconnaissance quant à la nature même de l'objet que nous croyons connaître? Oui. Alors, il y a d'abord une remarque historique. La duperie comme thème apparaît avec la naissance de l'individualisme moderne et le basculement dans une modernité qui va complètement n'avoir comme seul horizon la concurrence entre les individus. Donc, les individus sont en prise et sous l'emprise des signes, comme Louis Marin l'a dit, dans une sorte de rapport spéculaire où le signe est constamment renvoyé à un signifiant introuvable, redoublé. Ensuite, ce qui est en jeu, c'est... Donc c'est bien un problème de connaissance qui voilà, vient derrière alors c'est un ça. problème de méconnaissance, mais en même temps, tout dépend de la conception que l'on a du sujet. Dans la perspective, par exemple, cartésienne, où on défend une conception du sujet substantiel, on va considérer que la duperie est une méprise. En fait, on ne peut pas se tromper soi-même. Il faut relire en ce sens-là les méditations, la première et la deuxième méditation, avec l'hypothèse du Dieu trompeur, du malin génie. En fait, cette hypothèque, une fois levée, que Descartes feint de feindre. Donc, on voit qu'à partir de là, on accède à la possession de soi et le rapport à soi-même devient transparent. Donc, la duperie ne peut être qu'un accident. En revanche, dans une conception relationnelle du sujet, voire du sujet clivé, ou, comme je tente de l'introduire, du sujet transitionnel, là, effectivement, la méconnaissance est première. Donc, ce qui est premier dans ces théories, qu'il s'agisse de la clinique psychanalytique, des théories de l'interactionnisme, des théories de langage contemporaine, ce qui est premier, c'est finalement que dans le rapport à soi, il y a une sorte d'opacité partielle qui empêche d'avoir un rapport positif immédiat, et que c'est donc par une traversée de la duperie, ou en prenant conscience des mécanismes qui nous assujettissent, que l'on peut y parvenir. Un exemple, par exemple, Cavell analyse dans son interprétation des pièces de Shakespeare, le rapport que Othello a... Donc vous parlez de Stanley Cavell et donc de son ouvrage Le déni de savoir, voilà, c'est ça, qui porte c'est sur ça, Shakespeare. Le déni de savoir, où il analyse quelques pièces de Shakespeare. Et ce qui m'a intéressé, par exemple, dans l'interprétation de cet ouvrage, c'est le fait que Othello, en idéalisant Desdémone, finalement, est confronté au désêtre, à la désontologisation du rapport qu'il a à lui-même, et que Desdémone vienne à disparaître, et c'est en réalité le rapport à lui-même qui vient à s'évanouir. Et ça, vous le montrez très bien dans votre livre. Vous avez cité Othello et Stanley Cavell. Il y a des dizaines et des dizaines d'autres références très précises, très bien expliquées, très bien décrites. Vraiment, donc je vous conseille la lecture de ce livre. Ça s'appelle Les figures de l'homme trompé. C'est par vous, donc Augustin Giovannoni. Merci d'être venu en parler. Merci. Et bravo pour ce livre qui est vraiment, on sent les années de travail qui l'ont précédé. Le résultat est vraiment réussi. Et dans votre bibliothèque, Adèle? Alors, pas dans ma bibliothèque cette fois, justement. Parfois, j'en sors et je vais assister à des séminaires comme celui-là, d'un séminaire qui porte sur Montesquieu, sur l'esprit des lois, qui aura lieu à Lyon, à l'ENS de Lyon, le samedi 5 février 2011. Et ce sera le premier volet d'un séminaire dont les autres séances auront lieu le 2 avril et le 7 mai 2011. Et le séminaire est intitulé « Lire, relire l'esprit des lois ». On aura une intervention de Catherine Volpillac-Auger, qui enseigne à l'ENS de Lyon et qui reviendra sur ce que nous apprend le manuscrit de l'esprit des lois. Et l'après-midi, Céline Spector et Claude Gauthier s'intéresseront au livre 29 de l'esprit des lois, à savoir sur le rôle du législateur et le statut de la justice. Et enfin, Jean Terrel, parlera du livre 10, qui porte sur l'État, les forces défensives et les forces offensives. Voilà, donc ce séminaire a lieu à Lyon le samedi 5 février. Vous retrouverez sur le site des Nouveaux Chemins évidemment toutes les informations concernant ce séminaire. Et j'en profite pour vous annoncer, chers auditeurs, que nous sommes en pleine préparation d'une semaine sur Montesquieu, sa vie, les lettres aux personnes, l'esprit des lois. Une semaine que nous allons enregistrer depuis le château de la Brède et donc que vous allez découvrir prochainement, mais je ne vous dis pas quand. Absolument, et ce sera notamment avec Catherine Volpillac, Jean Terrel, Céline Spector et d'autres camarades. C'est la fin donc de cette semaine sur Derrida. Un grand merci à tous nos invités de la semaine, Charles Ramon, Valerio Adami, Marc Crépon, Jean-Luc Nancy, Pierre Bouretz et Benoît Peters, dont j'ai plaisir à rappeler que la biographie chez Flammarion constitue une excellente porte d'entrée dans l'œuvre de Derrida, j'en témoigne. Ces émissions, elles sont disponibles au téléchargement sur notre site internet, où vous pouvez aussi les écouter en ligne. Sur notre site internet est également une bibliographie derridienne et donc abondante.
La semaine prochaine est d'un genre un peu particulier puisqu'on va travailler sur Montesquieu à Bordeaux au château de la Brède pour nous. Et pour vous, vous y entendrez dans un désordre ou un ordre savamment déconstruit des émissions sur des tas de sujets. Des émissions qui n'ont pas été diffusées en raison d'un mouvement spécial ou d'une journée sociale. Lundi, on parlera de Rousseau, mardi, on parlera du rythme, mercredi, on parlera d'Habermas et vendredi, de Madame Verdurin. Quant à jeudi, c'est Adèle en personne et en direct qui animera une rencontre entre Étienne Klein et Heinz Wiesmann dans le cadre d'une journée spéciale que France Culture organise sur la question de la recherche. Allez, à lundi donc, 10h59 sur France Culture, dans un instant, Culture Monde.